Dans cette nouvelle leçon de Java moderne, nous allons tout simplement apprendre, ou alors nous allons tout simplement cela voir comment est-ce que le code Java est exécuté. Alors, ce qu'il faut retenir d'entrée de jeu, c'est que ceci est quelque chose d'assez, je dis comment, d'assez très important lorsqu'on fait ici là, de la programmation. Donc, lorsqu'on fait de la programmation, ce chapitre ou alors cette leçon est très importante. Vous savez, de nos jours, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle et les gens ont tendance à ne plus apprendre vraiment ce qui se cache derrière le code en fait, parce que c'est là il y a une abstraction. Donc du coup, les gens se concentrent beaucoup plus à générer tout simplement du code parce que l'IA le fait déjà. Et donc, pour pouvoir essayer de résoudre les différents problèmes qui vont surgir pendant la programmation, il est primordial, il est important pour vous de comprendre comment est-ce que le code Java, par exemple, dans notre cas, est exécuté. Donc, dans cette leçon, qu'est-ce qu'on va donc voir? Nous allons tout simplement couvrir le cycle complet en fait d'exécution d'une application Java. Donc, nous allons voir les ensembles, quelles sont les étapes par lesquelles, ou alors par lesquelles un programme Java passe pour qu'il puisse être exécuté sur un ordinateur, dans le cas ici là d'une application desktop. Alors, d'entrée de jeu, lorsque nous écrivons ici là un programme Java, nous allons tout simplement créer, premièrement, ce qu'on appelle une classe. Vous avez vu dans les précédentes leçons, nous avons créé à travers ici là un IDE, mais il faut savoir que même à partir d'un simple fichier là, vous pouvez créer une classe et suivre ici là le voyage d'une application Java. Donc, premièrement, lorsqu'on veut créer un programme Java, lorsque nous écrivons un programme Java, nous créons premièrement ce qu'on appelle une classe. Nous créons un fichier autant pour moi qu'on appelle ici là avec un nom et qui aura pour extension ici là .java. Donc tout fichier Java qu'on écrit là, qu'on va créer, notre programme sera dans un fichier qui va s'appeler par exemple mon premier programme.java. Ce fichier donc qui a pour extension .java si est lisible par tous les développeurs. Donc tous les développeurs qui vont ouvrir votre fichier vont très bien comprendre ici là votre code. Mais ce code ne sera pas directement compréhensible par l'ordinateur, par la machine qui est censée exécuter ici le programme que vous avez écrit. Donc, avant d'être exécuté donc ici là par votre machine, on doit passer par d'autres étapes. Donc, avant d'être exécuté là, qu'est-ce qu'on va faire? Nous devons donc passer par plusieurs étapes. Et c'est ces étapes-là que nous allons voir tout au long de cette leçon. Donc, c'est un voyage en fait que va suivre notre programme qui a été écrit dans le fichier .java. Alors, le voyage ici, là, c'est un voyage qui est assez complet. Et le voyage qui va suivre dans le programme que nous avons écrit va passer ici, là, ce qu'on appelle de l'application avec l'extension .java jusqu'à son exécution complète dans ce qu'on appelle une JVM, puisque c'est la JVM, la Java Virtual Machine, qui exécute ici là notre code. Donc, on va quitter premièrement par un code avec pour extension .java. On va passer à ce qu'on appelle la compilation. Nous allons expliquer cela dans les prochaines minutes. Une fois que la compilation sera faite, on va passer à ce qu'on appelle ici là un bytecode qui sera un fichier avec pour extension .class. C'est ce fichier là donc qui va être exécuté par notre JVM, par la machine virtuelle de Java. Donc, et une fois donc que ce sera fait exécuter, on aura dans l'exécution proprement dit de notre programme. Donc, à la première étape, qu'est-ce qu'on a d'abord? On a ce qu'on appelle la JDK. Lorsque nous avons débuté notre cours, nous avons parlé de la JDK, si vous vous rappelez très bien. Il fallait qu'on installe en fait, c'est là notre environnement de travail parmi lesquels on avait la JDK, Java Development Kit. Donc la JDK, c'est tout simplement là notre kit de développement Java. Donc c'est l'outil complet du développeur Java. Et il va comprendre plusieurs éléments. Bien vrai que nous n'avons pas expliqué cela au départ, mais il faut comprendre que la GDK a plusieurs éléments, il contient plusieurs éléments. Donc il va contenir donc voilà, tout ce qui sera nécessaire pour créer, pour compiler et pour exécuter des applications Java. Donc lorsque nous avons installé dans les précédentes vidéos notre kit de développement Java, nous avons donc installé ce qu'on appelle ici la JDK. Donc la JDK est constituée de quoi? Elle est constituée d'un compilateur Java qui va donc transformer le code source que nous écrivons en source bytecode. Donc, ça va transformer en fait le code source en bytecode avec pour extension .class comme j'ai expliqué précédemment. La JDK est constituée également de ce qu'on appelle la JVM qui exécute le bytecode qui a été compilé ici
sur n'importe quel système d'exploitation. Vous allez voir dans certains ouvrages, on va vous parler, c'est là que Java est un langage de programmation portable parce qu'on on compile une fois et on exécute partout, quel que soit le système d'exploitation. Contrairement ici là, à d'autres systèmes d'exploitation, à d'autres langages, autant pour moi, comme le C ou le C++, que lorsque vous compilez sur Java, sur Windows, vous êtes obligé d'exécuter sur Windows. Si vous compilez sur Mac OS, vous êtes obligé d'exécuter sur Mac OS. Si vous compilez sur Linux, vous êtes obligé d'exécuter sur Linux. Or, avec le langage Java, on compile une seule fois et on va pouvoir exécuter, que ce soit sur Linux, que ce soit sur Mac OS, que ce soit sur Windows. Comme autre élément de notre JDK vient également avec ce qu'on appelle ici une bibliothèque en fait. La bibliothèque, une bibliothèque Java. Donc, la bibliothèque Java est constituée d'un ensemble de classes déjà écrites et des API qui sont prêtes à l'emploi. On va juste faire appel à ces classes-là pour pouvoir construire notre logiciel, construire notre programme. Et également, la JDK également vient avec un ensemble d'outils de développement, c'est-à-dire quoi? Il y a le debugger, il y a le profiler, il y a les gestionnaires. Nous allons voir en profondeur tout cela dans les prochaines vidéos. Alors, commençons ici là par la première étape. Une fois que nous avons ici là notre fichier Java qui a été écrit. Alors, nous allons parler ici là du compilateur. Le compilateur Javac transforme tout simplement ici là notre code source à ce qu'on appelle un bytecode. Donc, c'est-à-dire quoi? Lorsqu'on aura le compilateur Javac, il va transformer ici là le code source que nous avons écrit. C'est-à-dire quoi? Le code source Java. Par exemple, si nous avons écrit un fichier main.java, il va transformer le code source de Java en fait en ce qu'on appelle un bytecode. Donc, lorsqu'on va faire la compilation avec cela Javac, c'est Javac qui fait la compilation. Donc, dans notre fichier main.java, on fait la compilation avec Javac. On obtient donc quoi? Un fichier bytecode avec pour extension cela .class. Donc, il s'agit ici d'un langage intermédiaire qui sera destiné à être exécuté par ce qu'on appelle ici la JVM. Donc, ce qui concerne en fait, c'est la compilation Java. On a notre fichier qui a été écrit, on applique. Si nous sommes en ligne de commande, on va utiliser Java pour compiler, mais dans un IDE, ça se fait de manière automatique. Lorsqu'on clique sur Run, ça lance automatiquement, ça crée la classe et le processus exécute même directement. Mais nous, avec notre ordinateur en console, on peut donc créer avec Java. On fait Java main.java, ça compile directement s'il n'y a pas d'erreur et ça crée ça le main.class et on peut donc exécuter ce main.class tout simplement. Donc à la deuxième étape, qu'est-ce qu'on avait dit? Une fois que la compilation est faite, on passe à ce qu'on appelle cela le bytecode. Donc c'est quoi dans le bytecode lorsque nous sommes en informatique? En informatique, lorsqu'on parle de bytecode, le bytecode, lui, va représenter tout simplement ici l'une des plus grandes forces en fait de Java. C'est ce que j'ai expliqué précédemment en fait lorsque je parlais de la portabilité. Donc, peu importe en fait c'est là le système d'exploitation que nous allons utiliser, le bytecode qui a été créé après l'étape de compilation ici reste identique. Donc, cela va permettre donc à Java d'être portable. C'est ici qu'on parle de portabilité. Donc, une fois que nous avons compilé notre programme, on obtient donc cela le bytecode, le bytecode autant pour moi. Donc, c'est comme j'ai dit tantôt, c'est un langage intermédiaire de Java. Et c'est la clé ici là de la portabilité de Java. Et pourquoi on l'appelle un langage intermédiaire à la JVM? Parce que c'est grâce à cela, en fait, ici, qu'on va exécuter cela grâce ici à la JVM. Et lorsqu'on parle, en fait, cela de la portabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fichier qu'on a généré là fait en sorte que Java reste ici là indépendant, quel que soit le système d'exploitation que nous utilisons. Donc, le même fichier .class qui va fonctionner, que nous soyons sur Windows, que nous soyons sur Linux, ou alors que nous soyons sur Mac OS. Au niveau de la portabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on écrit une seule fois, comme j'ai dit tout à l'heure, et on va exécuter donc partout. Donc, c'est le principe même Wora que Java ici là met en œuvre en fait. Alors, après donc ici là le bytecode que nous avons obtenu après compilation, on a donc la JVM qui intervient. Donc, et la JVM, c'est la mère de la portabilité en fait. Donc, la JVM va ici agir comme une couche d'abstraction ici entre l'application que nous sommes en train de développer et le système d'exploitation sur lequel nous sommes. Donc, grâce ici à la JVM, la Java Virtual Machine, qui est un compartiment, qui est un composant en fait de la JDK, grâce à elle, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le même programme que nous avons, le même programme Java peut donc fonctionner ici, que nous soyons aussi là sur Windows, sur Linux ou alors sur Mac
OS sans recompiler en fait. Donc si on quitte de Linux pour Java, pour Windows, on n'a plus besoin de compiler notre programme. Donc, quel que soit, si nous sommes sur Windows, qu'est-ce qu'on fait? On a notre bytecode qui a été compilé. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise directement la JVM pour exécuter cela. On aura le même résultat. Si nous avons le bytecode et que nous sommes sur Linux, donc à travers la JVM qui est installée sur Linux, on va directement ici avoir fait l'exécution et obtenir le même résultat. Même chose si nous sommes sur macOS, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement ici compiler notre programme. On va tout simplement exécuter avec la JVM toujours et on aura également le même résultat. Donc, quel que soit le système d'exploitation sur lequel nous sommes, la JVM nous permet donc d'exécuter notre fichier .class qui a été compilé sur n'importe quel système d'exploitation. Sur n'importe quel système d'exploitation, autant pour moi. Alors, une autre chose qu'il faut retenir, c'est que la Java Virtual Machine, qu'on abrège ici là communément JVM, est constituée ici là, ou alors est un environnement qui est très complexe et qui est constitué en fait de composants de plusieurs sous-systèmes comme vous pouvez le voir ici. Alors, pour devenir un développeur Java professionnel, il est indispensable en fait de connaître au moins ces quatre composants fondamentaux. Donc, voici les quatre composants fondamentaux de la JVM. Il y en a plusieurs. Vous pouvez faire des recherches en ligne pour découvrir les autres, mais ça, c'est les principaux. Raison pour laquelle je vous ai dit, même comme nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle, il y a des choses qu'il faut au moins connaître, comme par exemple, c'est les quatre composants de la Java Virtual Machine. Quand votre programme va cracher ou aura des soucis, il n'y aura pas toujours l'IA pour venir examiner cela. Donc, vous, en tant que développeur professionnel, vous devez être en mesure d'identifier où est-ce que le problème se situe. Donc, les quatre composants, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord la heap memory qui se charge de faire quoi? De stocker ce qu'on appelle des objets. Donc, en langage de programmation, en langage orienté objet, on manipule ici des objets. Donc, la heap memory va nous permettre de gérer le stockage de ces objets qui sont manipulés. Comme deuxième composant, on a ce qu'on appelle la stack memory qui permet de faire des appels des méthodes. Donc, en programmation orientée objet, on utilise des objets et sur les objets, on applique des méthodes. Donc, les méthodes sont des propriétés. En fait, nous avons des classes qui sont constituées des objets et des méthodes. Donc, lorsqu'on a un objet, donc, on peut accéder à ces différentes méthodes. Et donc, l'appel de ces méthodes-là est fait à ce qu'on appelle ici là, le deuxième composant de la JVM qui est la stack memory. D'un autre côté, on a ce qu'on appelle ici là le garbage collector. C'est un concept ici là très important. Le garbage collector nous permet de libérer la mémoire de manière dynamique. Contrairement, par exemple, au langage de programmation comme C ou alors le C++, où lorsque vous faites une allocation mémoire, vous êtes obligé vous-même après de faire une désallocation, de vider la mémoire. Or, avec Java, on n'a pas besoin de cela. Java nous couvre, nous cache cela, donc il libère la mémoire de manière automatique. Comme dernier ou alors comme quatrième composant important qu'il faut connaître lorsqu'on parle de JVM, c'est la JIT compiler qui permet de faire quoi? Qui permet cela d'optimiser tout simplement notre code que nous avons écrit. Alors, dans les prochaines minutes, donc, nous allons voir en profondeur de quoi réellement chacun de ces composants-ci. Alors, nous allons passer donc ici au premier composant. La heap memory, en fait, ici, c'est la zone mémoire où tous les objets Java sont stockés. J'ai parlé tout à l'heure qu'en programmation objet, on a des classes. Et dans les classes, qu'est-ce qu'on a? Dans les classes, on a ce qu'on appelle des propriétés et des méthodes. Et maintenant, lorsqu'on crée une classe, on va donc instancier ce qu'on appelle un objet. Et l'objet donc qui est instancié donc là va être géré, va agir, en fait, sera stocké dans la head memory. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que tous les objets Java sont généralement ici stockés donc, dans cette mémoire-ci qui est appelée la heap memory. Donc, lorsque nous allons créer plus tard ici là, des objets, par exemple student, formation ou alors paiement, ils seront tous placés dans cette zone-ci. Et lorsqu'on a créé par exemple la classe student, lorsqu'on a créé la classe course, lorsqu'on a créé la classe payment, lorsque nous allons les instancier, nous allons voir c'est quoi l'instanciation. Plus tard, ça dit quoi la création d'un objet à partir d'une classe. Lorsque nous allons donc créer les objets de cette classe-ci, directement, vous l'avez directement ici là, être logé ou alors stocké dans la head memory en question, la head memory autant pour moi. Alors, le deuxième composant que nous avons vu, c'était la stack memory. Donc, à quoi sert donc la stack memory? La stack memory, c'est tout simplement la zone mémoire qui sera dédiée donc à l'exécution des méthodes. J'ai bien dit tout à l'heure, la répétition, c'est la mère des sciences. Lorsqu'on crée une classe Java, on va donc extensive, on va donc créer des objets à partir de cette classe. Et dans cette classe-ci, nous avions ici là des méthodes et des propriétés. Et donc, lorsqu'on va faire appel aux méthodes d'un objet,
qu'est-ce qui va se passer? Elle va s'exécuter donc dans la stack memory qui est appelée ici la zone mémoire dédiée à l'exécution des méthodes. Donc, chaque fois donc une méthode sera exécutée, la Java Virtual Machine donc, va créer une nouvelle. En fait, elle va créer ce qu'on appelle ici là, une frame dans la stack memory. Donc, la frame là qu'elle crée donc disparaît automatiquement en fait ici là lorsque la méthode se termine. Donc, on l'appelle les méthodes, chaque appel va créer une nouvelle frame dans la stack. Dans la stack, quand on parle de stack memory, dans une stack, chaque appel qu'on va faire, on va créer une nouvelle frame de la stack et on aura donc des paramètres dont les valeurs passées ici là à une méthode sont donc stockées dans ces stacks là. Et d'un autre côté, nous aurons les variables locales. Les variables locales qui sont les variables sont déclarées à l'intérieur d'une méthode. Tous vont agir dans ce qu'on appelle ici là la stack memory. À côté donc, on a parlé ici là de la heap et on a parlé ici là de la stack. La heap memory, on a parlé de la stack memory. Bon, certains me demanderont quelle est la différence entre les deux. Alors, ce qu'il faut retenir, comme nous avons vu précédemment, on répète toujours, les deux sont des zones mémoire essentielles ici là, avec cela des. En fait, ils sont des. Je vais dire comment? Ce sont des zones mémoire qui sont essentielles et tous deux ici là ont des rôles très distincts, des rôles différents. La HEP et la stack jouent ici là des rôles différents dans notre exécution du code de Java, quelle que soit l'application que nous trouvons. Donc, cette distinction deviendra donc ici essentielle lorsque nous allons, par exemple, ici là, aborder les objets dans la partie orientée objet. Donc, ici, nous n'allons pas trop voir la différence en ce qui concerne ces deux éléments. Mais ce qu'il faut retenir d'emblée, c'est que au niveau de la heap memory, qu'est-ce qu'on va faire? On va gérer ici les objets, les objets, le partage, on va gérer la taille et on va gérer ici là le garbage collector. Rappelez-vous très bien du garbage collector. Au niveau de la stack memory, qu'est-ce qu'on va faire? On va gérer les méthodes qui sont locales. On va ici là, où la taille est beaucoup plus petite par rapport ici là, aux objets qu'on gère avec ça, la heap memory. Donc ici la libération également sera de manière automatique. Ici là, c'est du garbage collector qui gère cela. J'espère que vous voyez très bien mon curseur. Au niveau du garbage collector, revenons donc au garbage collector en question. Donc, lorsqu'on parle de garbage collector, j'ai expliqué un peu cela précédemment. C'est le gestionnaire automatique de la mémoire en Java. Vous savez que lorsqu'on parle de programmation, il y a la gestion de la mémoire qui est très importante. Si on ne gère pas la mémoire, bah, au cours de certains moments, la RAM de l'ordinateur sur lequel tourne votre programme sera saturée et elle va juste peut-être s'éteindre ou alors redémarrer. Et donc, du coup, on aura des pertes de données. Donc, du coup, Java a mis en place ce qu'on appelle ici le garbage collector. Contrairement, comme j'ai dit tout à l'heure, au langage comme le C, où c'est vous qui gérez la mémoire. Lorsque vous déclarez un pointeur, vous êtes obligé après de supprimer ce pointeur-là pour éviter, pour libérer la mémoire. Or, avec Java, il y a ce qu'on appelle ici le garbage collector qui va nous permettre de gérer de manière automatique la mémoire. Donc, vous, en tant que développeur, en tant que en formation en développement, ce que vous devez comprendre, c'est que le garbage collector, lui, il va surveiller ou alors il surveille les objets qui sont présents dans la heap memory que nous avons parlé tout à l'heure. Vous avez vu, on a parlé de la heap memory. Donc, le garbage que le collector va surveiller en fait ici, je dis comment, va surveiller en fait ici les objets qui sont présents dans la heap memory. Parce que dans la heap memory, on a dit ça, il gérait les objets. Il va surveiller tout ce qui est à l'intérieur. Et lorsqu'un objet n'est plus donc référencé, donc lorsqu'il n'y a plus aucun objet, lorsqu'il n'y a plus rien en fait qui pointe vers cet objet-là, en fait ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement le supprimer de manière automatique afin que la mémoire puisse être libérée. Donc, lorsque l'objet sera inutilisé dans notre programme, le garbage collector va agir donc, il va donc libérer la mémoire et donc libérer cet espace et on aura une mémoire qui a récupéré qui sera donc plein. Donc, si on avait une mémoire de 1 giga, donc du coup, si l'objet prenait peut-être 200 mégas en mémoire, lorsqu'il va faire dans sa libération, la mémoire en question de 1 giga va être récupérée. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé du JIT, qui est ce qu'on appelle ici le Just in Time. Le Just in Time, en fait, c'est ce qu'on appelle ici là l'optimisation en temps réel de l'exécution. Alors, dans le processus de compilation, en fait, après ici, là, qu'on ait fait la compilation avec Javac pour obtenir le bytecode, il y a encore ce qu'on appelle ici une optimisation qui est faite. Donc, c'est le bytecode en question qui a été généré avec le Javac qui est optimisé, en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, une fois qu'on a le bytecode, qu'est-ce qui se passe? Le compilateur, just in time, fait quoi? Il va tout simplement analyser, comment il veut dire ceci? Il va analyser en fait c'est là les parties les plus utilisées du programme. Il est converti ici en code machine optimisé
afin d'améliorer les performances de notre code. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ici là le bytecode et après on a ici là une interprétation? Ce qu'il faut comprendre, c'est que peut-être que j'ai loupé ça au départ. L'ordinateur que nous avons, en fait, ici là, ne peut pas lire le code qui est écrit par le développeur. Donc, on a d'abord le fichier Java, le fichier par exemple étudiant.classe, on compile cela, c'est le développeur qui peut bien lire cela. On compile cela donc en fichier qu'on appelle cela euh, classe, fichier intermédiaire, donc en point classe. Un bytecode, le bytecode qui est avec pour extension point classe. Donc c'est ce bytecode-là, Java a donc mis cela en place pour permettre la portabilité, comme expliqué précédemment. Donc une fois qu'on a donc cela, donc il faut donc maintenant ici là que le just in time, c'est là donc compiler, puisqu'on convertit ce code là maintenant en l'optimisant bien évidemment pour que l'ordinateur puisse comprendre cela. Or l'ordinateur ne comprend quoi? Il ne comprend que un code machine en fait, le code parfois le plus souvent on m'a dit code l'assembleur. Donc du coup le JIT compiler va donc faire cela. Donc il va donc prendre le bytecode qui avait été généré avec Java, faire l'optimisation en temps réel et donc fournit ce qu'on appelle ici là un code de machine optimisé qui va être donc lu par l'ordinateur pour vraiment avoir ici là l'exécution escomptée depuis le départ. Donc, ce qu'il faut donc comprendre en ce qui concerne l'exécution d'un code de Java, c'est quoi? C'est que, premièrement, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on a un fichier Java qui est créé. Donc, lorsqu'on crée un projet, par exemple Java, et qu'on crée, lorsque nous avons créé notre projet Java, par exemple, et du flow, qu'est-ce qui s'est passé? On n'avait encore rien à l'intérieur. On a créé notre package. Et dans le package, on a créé notre première classe, par exemple, ici, main.java. Donc, ça, c'est le code source. Dans le main.java, là, donc, on a mis notre code source. Une fois que notre code source est terminé et que nous avons vérifié, qu'est-ce qu'on fait? On passe ici à ce qu'on appelle la compilation. Avec cela, c'est Java qui intervient ici. Donc Java passe ici ce qu'on appelle la compilation. Et cette compilation nous produit quoi? Ça nous produit ce qu'on appelle un bytecode qui a pour extension .java. Et une fois que cela est fait, donc c'est la JVM, on passe à la JVM pour le processus, en fait ici d'exécution. Donc d'où on aura ici la head memory qui va agir, notamment pour les objets extensiés, la stack memory qui va agir, notamment ici pour les appels des méthodes. Et il y en a également le garbage collector qui va se charger donc ici là de faire en fait, pour optimiser en fait ici là les libérations de la mémoire de manière automatique. Et le JIT compiler qui va donc se placer donc pour faire l'optimisation en fait de notre code, de tout le code, le bytecode là, pour en fait ici là avoir l'exécution de notre application proprement dit. Donc voilà ici là le cycle complet d'exécution d'un programme Java que vous devez comprendre, que vous devez connaître. C'est très important pour vous qui faites ici dans le développement. Donc pour résumer tout, qu'est-ce que nous avons donc vu? Nous avons donc vu dans les concepts fondamentaux en ce qui concerne l'exécution d'un programme Java. Et cette architecture donc va expliquer tout simplement quoi? Pourquoi Java reste ici là l'une des technologies les plus utilisées, par exemple dans les banques, vous allez voir dans la majorité des banques dans le monde, les applications bancaires tournent beaucoup plus sur Java, les plateformes cloud par exemple tournent sur Java, les systèmes de paiement sur Java, même la majorité des ERP vont tourner ici là sur Java, et même les applications en entreprise. Donc les concepts fondamentaux que vous allez voir ici sont des concepts qui sont utilisés et que tout développeur devrait savoir. Et donc vous devez savoir, lorsqu'on va vous dire par exemple JDK, vous avez pensé directement que JDK c'est quoi? C'est la Java Development Kit, c'est le kit de développement Java qui a plusieurs éléments que nous avons vu précédemment. On va parler de JRE. La JRE, c'est quoi? C'est la Java Runtime Environment. C'est l'environnement ici là d'exécution. Nous avons la JVM qui est la Java Virtual Machine, toujours pour l'exécution. Nous avons le bytecode, c'est quoi? C'est le langage intermédiaire portable. Donc, lorsqu'on fait une compilation d'un programme Java, on obtient donc ici notre bytecode qui va nous permettre donc ici là de déporter notre logiciel sur tout type de système d'exploitation. On a parlé de la heap memory, c'est pour le stockage ici, là, des objets. On a parlé de la stack memory, c'est pour l'exécution en fait ici, des méthodes de notre programme. Et nous avons parlé du garbage collector. Le garbage collector, lui, qui va intervenir pour la libération automatique de la mémoire. Et pour terminer, ensuite nous avons quoi? Nous avons la compilation JIT, Just in Time Compiler, qui va faire quoi? Qui va optimiser tout simplement notre bytecode en fait ici en temps réel. Et pour terminer, on parle ici là de la portabilité. La portabilité de Java, c'est l'un des éléments les plus importants ici. On a write on from anywhere. Alors c'était tout donc pour cette leçon. Nous allons nous retrouver
dans la prochaine leçon afin essayer de continuer notre cours de Java moderne. Donc, si cette leçon t'a plu, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager et tout simplement rends-toi sur notre chaîne également et abonne-toi pour rester informé de toutes les prochaines leçons. Donc, allez sur la chaîne, abonnez-vous et vous pouvez aller sur la playlist en question. Et sur la playlist, vous allez voir, nous avons toutes les leçons en fait en ce qui concerne cette playlist. Et si vous avez besoin d'autres formations également, j'ai également une formation complète sur le C++, une formation complète en algorithme et structure de données, une formation en JavaScript pour ceux-là qui veulent faire du web. Donc, retrouvez-nous dans une prochaine leçon et n'hésitez pas ici à vous abonner.